Bonjour tout le monde. Moi c'est Maël et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Yarn, le package manager. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que je peux vous parler bien de lui? J'ai commencé à travailler sur Yarn il y a environ 2 ans quand j'ai rejoint Facebook. Depuis, j'ai rejoint Datadog en tant que plateforme front-end plateforme et j'ai continué quand même à travailler sur Yarn, notamment parce qu'on bénéficie directement d'améliorations dans ce domaine-là à Datadog. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Tout d'abord, on va parler un petit peu de l'histoire du projet, mais très rapidement. Ensuite, on va parler de ce que la V2 va nous rapporter et en particulier de quelques plugins, mais les plugins, on les survolera. Et enfin, on va discuter du projet dans un sens un peu plus méta, par exemple sa santé ou comment contribuer. Tout d'abord, pour bien comprendre ce que c'est Yarn, c'est important de saisir quels sont les axes qu'on a toujours en tête à chaque fois qu'on développe une nouvelle fonctionnalité ou qu'on communique avec notre communauté. Il y en a 3. Le premier, c'est la stabilité. On a envie que quand on utilise Yarn, on ait confiance que ça va marcher. On n'a pas envie d'avoir à se prendre la tête de « oui, mais ça marche chez toi, mais ça ne marche pas chez moi », etc. C'est important pour nous, ça. Le deuxième, c'est la simplicité. On n'a pas envie d'avoir à se prendre la tête pour essayer de comprendre un outil. Et ironiquement, faire un programme qui est simple, c'est assez complexe, puisque non seulement il faut que ce soit facile de rentrer dans le produit, mais en plus, c'est très important que vous puissiez comprendre ce que l'outil vous dit. Donc, par exemple, avec Yarn, l'un des problèmes qu'on avait sur la V1, c'est que beaucoup des messages d'erreur sont assez cryptiques. Et à moins de creuser dans le code source, vous avez assez peu de chances de savoir exactement pourquoi est-ce qu'il y a telle erreur qui apparaît. Donc, dans la V2, on a fourni, par exemple, une solution à ce genre de problème. Et enfin, le troisième point sur lequel on se focalise, c'est sur l'ouverture. On a envie que Yarn soit vraiment un projet communautaire. Donc, par exemple, pour la V2, non seulement on a travaillé sur la V2 dans notre repository en faisant du code source, mais en plus, on a travaillé avec énormément de projets de la communauté, par exemple avec Webpack, avec Babel, avec Vue, avec Create React App, etc., pour se coordonner et vous apporter le meilleur en tentant non seulement d'améliorer Yarn, mais aussi d'améliorer l'écosystème. En termes d'histoire du projet, Yarn a été réalisé pour la première fois en 2016, donc c'était légèrement avant que je rejoigne le projet, et il avait 2 points de vente majeurs. Le premier, c'était les log files, qui garantissait que quand vous lancez Yarn Install, ça va avoir le même effet que si quelqu'un d'autre lance Yarn Install, les mêmes packages vont être installés. Et évidemment, les installations rapides. Alors, pour aller rapidement sur ça, les installations rapides ne sont pas une fonctionnalité de Yarn en soi, c'est juste qu'à l'époque, c'était clairement un argument de vente comparé à ce qui se faisait. Mais en soi, ce n'est pas l'unique argument de vente de Yarn. Ensuite, en 2017, on a fait un gros push pour fixer énormément de bugs et on a fini par sortir la V1. La V1 est venue elle-même avec son lot de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a eu les workspaces qui sont devenus un composant critique de Yarn qui vous permettent grosso modo d'avoir plusieurs projets au sein d'un même repository et que chacun de ces projets puisse se référencer l'un l'autre. C'est vraiment important pour que plusieurs équipes puissent se synchroniser et avancer au sein d'un même workflow. En 2018, on a sorti Plug and Play, qui est une autre fonctionnalité majeure sur laquelle on va lourdement investir dans la V2, qui nous permet de garantir que si jamais un projet marche en développement, il ne va pas subitement échouer en production parce que vos dépendances de développement n'auront pas été installées. Plug and Play est capable de dire que tel package a un comportement qui n'est pas safe. Et ça, c'est très important dans notre projet de stabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, en 2019, on est en train de travailler donc sur Yarn V2. Yarn V2, on ira un peu plus en détail sur les fonctionnalités tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a réécrit Yarn depuis zéro en prenant en compte tout ce qu'on avait appris dans les dernières années. À chaque fois qu'on a développé une nouvelle fonctionnalité majeure, comme par exemple les workspaces ou plug and play, on l'a développé par-dessus ce qui existait déjà, de façon itérative. Et ça marche très bien. Le problème, c'est que à chaque fois que vous faites ça, vous rajoutez un peu de dette technique. Et la dette technique, ça rend beaucoup plus compliqué à quelqu'un d'autre de rentrer dans le projet, ce qui va à l'encontre de notre valeur d'ouverture dont je parlais également tout à l'heure. Donc, avec la V2, on s'est posé et on a dit, OK,
on reconstruit Yarn avec toutes les fonctionnalités qu'il a maintenant. Comment est-ce qu'on architecture ça? Comment est-ce qu'on fait pour que d'ici quelques années, on ne soit pas dans le même état où on ne sait pas comment contribuer à Yarn? Donc, le résultat, c'est TypeScript pour qu'il y ait une plus grande facilité de jumper dans la codebase. Des paquets modulaires pour que chaque package ait ses propres code owners, etc. En termes de fonctionnalités majeures, tout d'abord, la sortie, c'est le premier truc auquel vous allez être confronté en utilisant Yarn, c'est la sortie de l'écran. On pense qu'une CLI devrait être pratique, ça devrait directement vous mettre en face des erreurs importantes et en même temps, elle devrait clairement afficher quels sont les composants importants de ces messages d'erreur, de façon à ce qu'on puisse parser la sortie sans avoir presque à y réfléchir. Pour ça, on a retravaillé la sortie de Yarn Install. Donc là, par exemple, vous pouvez voir plusieurs choses. D'abord, les messages d'erreur sont highlightés. Donc, par exemple, les noms des paquets sont en orange, tandis que les versions sont en bleu et les ranges sont en vert. Ça permet déjà d'avoir une idée assez précise de quel message est en train d'afficher quoi. En plus de ça, chaque message d'erreur est lié à un code. Par exemple, vous pouvez voir YN0002. Ces codes sont importants parce que si jamais on va sur la configuration, la nouvelle documentation de Yarn, vous pouvez voir que chacun d'entre eux est documenté avec beaucoup plus de détails que ce que vous pourriez avoir dans une sortie classique. L'idée, c'est que ça vous permet de vous débloquer beaucoup plus facilement sans avoir à attendre qu'on vous aide sur Discord ou sur GitHub. Yep. Une autre fonctionnalité qu'on a sortie est Publish Config. Alors en fait, Publish Config est très simple. L'idée, c'est que dans les workspaces, quand vous avez plusieurs projets qui sont liés ensemble, on est dans deux cas de figure. Vous avez souvent des codes sources qui sont transpilés. Par exemple, vous écrivez du code en TypeScript, donc vous avez besoin de transpiler vos sources en JS avant de pouvoir les utiliser d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que c'est assez difficile à faire dans les workspaces tels qu'ils sont conçus actuellement, puisque si jamais, par exemple, dans votre champ bin, vous référenciez un fichier TypeScript, une fois que vous le publierez, vos utilisateurs ne pourront pas le lancer parce qu'ils ne savent pas comment lancer un fichier .ts. Donc, vous avez besoin de mettre un fichier .js. Mais si vous faites un fichier .js dans votre champ bin, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez relancer la compilation TypeScript à chaque fois que vous modifiez vos sources, ce qui va à l'encontre du principe même des workspaces. Publish Config, c'est une fonctionnalité très simple qui remplace le champ bin ou le champ main, ça marche aussi, par ce que vous avez configuré dans Publish Config. Donc, par exemple, ici, mon champ bin principal va setuper TypeScript pour que Node puisse require les fichiers de TypeScript sans problème. Et une fois qu'on fait un publish du package, Yarn va automatiquement remplacer notre script qui setup TypeScript par un autre, par l'entry point qui est pré-buildé. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est le shell cross-platform. Une chose qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de nos utilisateurs utilisent Windows. On oublie souvent les personnes qui utilisent Windows, je ne sais pas pour quelle raison, et pourtant ils sont vraiment là. Pour vous donner une idée, la première contribution qu'on a reçue sur la V2 était quelqu'un qui voulait avoir le support Windows et qui a d'ailleurs passé le temps pour l'implémenter. Donc c'est vraiment important pour nous de supporter tous les systèmes d'opération, tous les operating systems. Et le problème, c'est que les auteurs des paquets, quand ils écrivent leur script, utilisent parfois des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur Windows, qui utilisent le shell de cmd.exe. Donc, par exemple, les redirections, mais aussi les variables d'environnement. Par exemple, vous avez pu utiliser cross-end juste pour pouvoir setuper les variables d'environnement. Dans la V2, il y a un ship avec un shell minimal POSIX qui permet de gérer automatiquement toutes ces fonctionnalités. Donc, par exemple, on est capable d'utiliser des redirections, quel que soit le système, dans Yarn 2. Ce n'est pas un remplacement qui est parfait, c'est vraiment best effort, mais la plupart des fonctionnalités importantes y sont. Et à partir du moment où vous avez besoin d'avoir des fonctionnalités plus complexes, par exemple avec des contrôles comme if ou while, vous pouvez simplement lancer un script JavaScript comme vous aviez l'habitude de le faire et ça marchera tout aussi bien.
Le shell est publié en tant que paquet indépendant, ce qui est simple, mais assez significatif dans l'approche qu'on a de Yarn lui-même, du développement de Yarn. Yarn 1, c'était un seul package, ce qui est assez ironique quand on parle de Yarn qui est un package manager. Yarn 2 split son code en plusieurs composants qui sont chacun publiés indépendamment et qui peuvent donc être réutilisés pour d'autres projets. Pas tous, évidemment, mais par exemple, on a le shell, on a une bibliothèque qui nous permet d'accéder plus facilement au file system, etc. C'est vraiment un changement de paradigme pour nous. Les contraintes sont une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire du linting de paquets de JSON. En gros, le problème, c'est, imaginez, vous avez donc vos workspaces. Donc, vous avez plusieurs sous-projets au sein d'un même repository. Et chacun de ces sous-projets est indépendant, mais est capable de référencer les autres. Et c'est très bien. Le problème, c'est que vous avez, par exemple, envie d'empêcher tout le monde d'utiliser underscore, parce que vous utilisez déjà Lodash et qu'on ne va pas utiliser deux bibliothèques avec le même intérêt. Ou vous avez envie de vous assurer que tout le monde utilise exactement la même version de TypeScript. Ou vous avez envie de vous assurer que tous les champs private sont set à true pour que personne ne puisse faire de publish malencontreux. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de bons outils pour faire ça. Les contraintes répondent à ça en vous permettant de créer des règles qui vont être type-checkées, grosso modo, par Yarn. Donc, par exemple, ici, donc là, je vais rajouter un nouveau paquet à mon projet avec Babel Loader 4.0. Et le problème, c'est que quelque part dans mon projet, j'ai déjà Babel Loader 8.0 qui est utilisé. Donc, ça va rentrer en conflit. Et ce qui est intéressant, c'est que si je tape Yarn Constraints, Yarn va me dire que quelque chose ne va pas. Il va me dire que le builder utilise une version de Babel Loader qui n'est pas en accord avec le monorepo. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Si jamais il n'y avait pas eu d'ambiguïté, là, il y a une ambiguïté, vu qu'il ne sait pas s'il devrait utiliser 4.0 ou 8.0. Mais s'il n'y avait pas d'ambiguïté, j'aurais même juste eu à écrire fix pour que Yarn corrige automatiquement le problème. Donc, c'est vraiment le setup, le workflow de DSLint, mais appliqué au paquet de JSON. Les contraintes sont implémentées en Prolog. Donc, je passe assez rapidement dessus, mais en gros, pourquoi Prolog? Pourquoi un autre langage? Pourquoi pas le JavaScript? La raison est que Prolog est particulièrement applicable au process de validation. En gros, vous définissez une erreur selon des paramètres génériques qui est vrai pour des règles toujours avec les mêmes paramètres génériques. Prolog va automatiquement définir pour quelle valeur de ces paramètres génériques la condition est vraie. Ce qui fait que, par exemple, pour le repository de Yarn, l'ensemble de toutes nos règles, et je crois qu'on en a 7 ou 8, font 50 lignes et qui sont largement documentées. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet vraiment d'écrire quelque chose qui est à la fois expressif, de par la nature de Prolog, et vraiment puissant. Une nouvelle fonctionnalité, c'est le workflow de version. En développant Yarn, une chose qu'on a rapidement trouvée, vu qu'on est passé au workspace nous-mêmes, c'est que faire une release dans un monorepo était vraiment difficile. Il n'y avait pas vraiment d'outils qui permettaient de le faire de façon idiomatique. Alors, il y a quelques solutions qui existent. Vous avez Semantic Commit ou alors vous avez Lerna qui permettent chacun de répondre partiellement à cette problématique. Le problème, c'était qu'on avait l'impression qu'ils avaient chacun des shortcomings. Par exemple, Lerna était assez complexe. Ça nécessitait d'utiliser un outil spécialement juste pour ça. Tandis que utiliser Semantic Commits signifiait qu'à chaque fois qu'on fait une modification dans le repo, on doit reliser tous les packages. On avait envie d'être un petit peu plus granulaire que ça. Donc, on a voulu tenter de réfléchir comment est-ce qu'un package manager résoudrait ce problème. La solution à laquelle qu'on a trouvé, c'est une nouvelle commande qui s'appelle Yarn version check, qui est faite pour être ajoutée à votre CI. Et quand vous faites tourner Yarn version check, Yarn va détecter quels sont les fichiers qui ont changé, va en inférer quels sont les packages qui ont changé, et de là va en déduire quels sont les paquets dans votre monorepo qui dépendent des paquets qui ont changé. Et à partir de toutes ces informations, il va vous dire
tu n'as pas dit si jamais ce paquet-là doit être relisé à nouveau, tenant compte des modifications dans ta branche. Vous pouvez ensuite modifier chacun des projets pour indiquer si vous voulez ou non les reliser à nouveau. Mais pour être honnête, c'est un peu frustrant de devoir le faire dans chacun des projets en question. Pour ça, Yarn a maintenant beaucoup plus de pouvoir en termes de mode interactif. Par exemple, avec Yarn Works Version Check -i, Yarn est capable de vous afficher directement une interface dans laquelle vous pouvez sélectionner pour chaque paquet ce que vous voulez faire. Par exemple, Decline, il ne va pas reliser de nouvelles versions. Ou alors, je sélectionne pré-release et du coup, Yarn me dit « Ah, tu veux mettre à jour le shell, mais la CLI et le core dépendent du shell. Est-ce qu'ils doivent aussi être relisés ou pas ?» Donc, il vous guide vraiment pas à pas pour faire les bonnes décisions. Une nouvelle fonctionnalité, et c'est peut-être plus un changement interne, mais c'est toujours important à savoir, concerne Plug and Play et Zip Loading. Plug and Play, je vous en ai parlé, a été sorti en 2018 et vise à se supprimer les non-modules. Ça marchait très bien et du coup, on a décidé d'aller en pleine puissance pleine vitesse dans cette direction à partir de la V2. Donc la V2 utilise Plug and Play par défaut pour installer les packages, pour installer les projets. En plus de ça, on a également amélioré le système de façon à ce que, au lieu de charger les fichiers depuis le cache décompressé, on charge les fichiers directement depuis les archives zip de chacun des packages que vous utilisez. On a remarqué qu'il n'y avait pas d'impact, il n'y avait pas vraiment d'overhead en exécutant les programmes et que par contre, ça avait énormément de bénéfices, d'avantages, par exemple en termes de stabilité, puisque à chaque fois que vous extrayez des fichiers dans le cache, vous aviez parfois des risques que, mettons, il y ait plusieurs processus qui s'exécutent en même temps sur les mêmes fichiers, etc. Il y avait plus de risques simplement. Donc en ayant un seul fichier par package, on aboutit à un système qui est extrêmement stable et qui a vraiment peu de risques de flancher. Donc par exemple, ici, vous pouvez voir que dans le cache de Yarn, on n'a que des fichiers zip. Et d'ailleurs, si on retourne donc sur le projet sur lequel on travaillait et que je fais un git status, vous pouvez voir que j'ai exactement un fichier zip pour chacun des nouveaux paquets dans mon projet. On reviendra rapidement dessus dans un instant. Zero install, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, c'est un fichier zip par package, mais poussé au paroxysme. Vous avez peut-être entendu parler de l'offline mirror de Yarn. L'offline mirror vous permet de stocker vos packages sous forme TGZ dans votre repository de façon à ce que vous ne souffriez plus de « Ah, NPM est down, on ne peut plus installer le projet ». Le problème, c'était que Yarn 1 devait quand même extraire les fichiers depuis ses archives pour les mettre dans le cache. Or, vu que le cache de Yarn est maintenant des fichiers zip, il y avait quelque chose à faire là. Pourquoi est-ce qu'on devait les extraire pour ensuite les remettre en fichier zip? Ça n'avait pas de sens. Avec l'offline mirror, ce qui se passe, c'est que l'offline mirror et le cache de Yarn mergent en un seul. Ça signifie que si jamais vous utilisiez le procédé de l'offline mirror de stocker vos fichiers, vos packages dans votre repository, ce que vous pouviez déjà faire avec la V1, à partir de maintenant, dans Yarn, vous n'avez plus besoin de lancer Yarn install du tout. Puisque si jamais vous avez le fichier .pnp.js qui est généré lors de l'installation, et si vous avez le cache, qui fait partie donc de votre repository, à chaque fois que vous switchez d'une branche à l'autre, vous avez tous les artefacts que Yarn aurait générés. Si jamais vous faites tourner Yarn install, vous n'aurez aucun changement. C'est complètement optionnel, c'est juste un outil parmi d'autres. Vous pouvez configurer Yarn comme d'habitude pour mettre le cache dans un dossier partagé par tous vos projets. C'est juste que vous avez maintenant la possibilité de pouvoir switcher d'une branche de Git à une autre et de ne pas avoir à faire tourner Yarn install parce que tous les packages seront automatiquement consistants avec votre package.json et votre log file. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir que j'ai TypeScript à version 3.5. Je vais sur ma branche où je suis en train d'upgrader TypeScript et automatiquement, je suis sur 3.6 parce que TypeScript aura été modifié lors du checkout. De la même façon, je retourne sur la branche précédente et je reviens à TypeScript 3.5. Ça donne un workflow qui est vraiment très simplifié parce que du coup,
Par exemple, imaginez avec VS Code, vous avez cette extension GitHub qui vous permet de check out n'importe quel pull request. Avec ça, vous n'avez même pas besoin de vous soucier de faire tourner yarn install à chaque fois que vous check out une pull request de quelqu'un d'autre parce que vous serez toujours sur le bon état. Yarn vient aussi avec des plugins. En fait, toutes les fonctionnalités dans Yarn 2 sont implémentées sous la forme de plugins, à part peut-être le core principal, qui est basiquement une bibliothèque utilisée par les plugins. Mais par exemple, Install lui-même est un plugin qui fait appel au core. Les contraintes sont un plugin qui est branché sur la CLI de Yarn. Et en fait, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on s'est aperçu dans la V1 que toutes les fonctionnalités qu'on créait, elles n'étaient pas forcément utilisées par tout le monde. Mais en même temps, on était quand même obligé de les merger parce que sinon, les personnes qui les avaient faites ne pouvaient pas vraiment les utiliser. Donc, avec ce système de plugins, on se donne un peu plus de latitude avant de merger de nouvelles fonctionnalités, de façon à ce qu'on puisse s'assurer qu'elles aient été battle-testées et qu'elles soient réellement utiles pour la majorité. Mais en plus, ça vous donne la possibilité de développer vos propres outils autour de Yarn qui peuvent être internes aux use cases que vous avez dans vos propres entreprises, sans avoir nécessairement à pusher pour qu'on les intègre dans le cœur de Yarn. Ce qui promeut donc un peu plus d'expérimentation et donc potentiellement d'améliorer l'outil encore plus sur le long terme. On a documenté la création de plugins. Toute la documentation a été refaite, réécrite et beaucoup plus claire maintenant. Donc pour vous donner quelques idées, quelques plugins qu'on a, donc il y a Yarn Workspace for Each qui permet d'exécuter une commande sur tous vos workspaces en mode parallèle ou en mode séquentiel, en mode topologique ou pas. On a Yarn Dedupe qui retire automatiquement tous les packages qui sont dupliqués en upgradant autant que possible votre log file. On a un plugin pour TypeScript qui fait un auto-add de tous les packages add types que vous ajoutez dans votre projet. Et on a plein d'autres changements, bug fix, qui sont détaillés dans notre changelog. Donc, par exemple, l'un des changements, l'un des bug fix majeurs qu'on a fait, c'est que les peer dependencies sont correctement gérés si vous utilisez Yarn Link. Voilà. C'est quelque chose qui, à partir du moment, jusqu'à ce que vous le rencontriez, ça ne pose pas de problème, mais après, vous voyez que ça. En termes de santé du projet, on a eu plus de nouveaux contributeurs actifs en 2019 qu'en 2018, ce qui est exactement le but qui était recherché lors de la création de Yarn 2. Donc ça, c'est parfait. On a également eu des contributions qui étaient de beaucoup plus haute qualité que sur la V1. Et ça, je pense que c'est en grande partie dû à une meilleure connaissance de TypeScript et au fait que la codebase étant divisée en sections, c'était plus facile pour nos contributeurs de savoir exactement dans quel endroit chercher pour faire une modification ou savoir à quel endroit une modification affecterait d'autres choses. On a également automatisé la majorité des tâches de maintenance du repository, ce qui fait que c'est beaucoup moins coûteux en termes de temps pour nous de maintenir le projet. Ce qui est intéressant parce que du coup, on peut faire plus de choses en termes de code. Les bloqueurs de la release, il y en a encore quelques-uns avant de pouvoir appeler la V2 stable. D'abord, on est en train d'attendre la compatibilité avec WebStorm. Donc, on a travaillé un peu avec eux et ils ont une pré-version qui est encore en développement. Mais grosso modo, la prochaine version majeure de WebStorm, qui devrait sortir dans les prochaines semaines, mois, aura plug and play supporté par défaut. VS Code supporte la V2 déjà. Donc, on a travaillé sur ça. On est en train de travailler sur un prototype pour installer tout de même avec un node module. Donc, ça, c'est vraiment un fallback, puisque les node modules sont vraiment largement inférieurs à plug and play. Mais vu que certains projets tels que Vue, Storybook, Angular ou React Native ne sont pas encore totalement compatibles, on est en train de réfléchir à faire un processus où vous pouvez migrer partiellement votre repository de façon à rendre la migration plus facile. Et enfin, on est en train de continuer à polir la documentation pour que vous y retrouviez beaucoup plus facilement. Si vous avez envie de contribuer à Yarn, et vous devriez parce que c'est un projet open source avec beaucoup de visibilité, mais en même temps, on travaille vraiment beaucoup pour que ce soit facile à aborder. Donc, on est sur le repository Berry, qui est le nom de code de la V2. On a une nouvelle documentation qui est sur next.yarnpkg.com et qui liste toutes les consignes de contribution.
On a 2 tags qui permettent de savoir quels sont les issues que quelqu'un qui n'a jamais vu Yarn serait capable de faire et quels sont les issues qu'on aimerait bien faire, mais il faut que quelqu'un nous aide. Et enfin, on est très actif sur Discord. Donc, si vous avez une question, jumpez sur Discord et on sera là pour vous aider. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Ça marche. Oui, ça marche. On va prendre quelques questions. Hello, merci pour le talk. Imaginons aujourd'hui, je fais un petit monorepo avec des Yarn Workspace, j'ai un bon projet web, un projet React Native et peut-être des UI components et des réducteurs. Est-ce que l'ERNA m'est utile ou pas? J'arrive pas encore à comprendre la différence exactement de ce que m'apporte l'ERNA par rapport à Yarn Workspace à la main. Alors, l'ERNA est une surcouche au Workspace. Ils utilisent les Workspace en interne, mais ils fournissent quelques workflows par-dessus. Par exemple, le workflow de release. Personnellement, je n'ai jamais utilisé l'ERNA. Je me suis toujours débrouillé avec les Workspace tels qu'ils sont, à mon sens, suffisants pour une utilisation normale. On a quand même quelques manques sur les Workspace. Donc, par exemple, le scénario de release dont je parlais, c'est quelque chose, clairement, c'était important et on n'avait pas de solution à offrir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a corrigé. En soi, je ne suis pas certain que l'ERNA soit requis pour tout le monde. C'est vraiment que certains projets spécifiques qui sont censés en avoir besoin. Le reste, Yarn est censé le fournir. Merci pour le talk. Moi, ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est avec le zip, lorsque je fais un import, le fichier .js, où est-ce que ça existe? Alors, en fait, il existe dans l'archive. Ce qui se passe, c'est qu'on a une version de la libzip qui est compilée en WebAssembly. Et quand tu fais un require, on va charger le fichier directement depuis l'archive zip au runtime. Et on va l'exécuter dans Node lui-même. Et si c'est un fichier CSS? Si c'est un fichier CSS, tu ne vas pas pouvoir le require de base. Mais par exemple, tu pourras le faire. Dans la bibliothèque React, il y a un fichier CSS quelque part. Et je vais importer ce fichier CSS, import React / je sais pas, .css. D'accord, mais ça, tu utilises un loader. Donc, par exemple, le CSS loader. Et ce loader, il va utiliser readFileSync. readFileSync va être capable d'accéder aux fichiers stockés dans les fichiers zip, donc ça ne pose aucun problème. OK, encore une petite question? Oui, il y en a 2. Et du coup, avec ces fichiers zip, comment ça fonctionnerait les packages qui ont des binaires dedans, comme les Puppeteer? Alors, on est en train de travailler avec Node un petit peu pour justement savoir exactement comment gérer ce type de cas. Actuellement, on a un mécanisme qui s'appelle unplug. Ce mécanisme permet d'extraire un paquet sur le disque comme avant. C'est-à-dire qu'il sera dans son propre dossier et chacun des fichiers sera extrait. Ce processus unplug est fait automatiquement pour tous les packages qui ont des post-install scripts, justement parce qu'ils peuvent devoir se modifier eux-mêmes pour générer les binaires. Donc, dans ce cas-là, ça marchera. Après, sur le long terme, ce que je pense qu'il va se passer dans les prochaines années, et c'est un peu sur ça qu'on est en train de fournir les outils pour que ça arrive, c'est que WebAssembly va remplacer les binaires natifs pour toutes les dépendances natives. Actuellement, il manque encore quelques bindings pour pouvoir accéder aussi à tous les syscalls, donc ce n'est pas encore possible. Mais par exemple, le travail qu'on a fait sur la libzip qui permet de la compiler en WebAssembly et upfront et de publier le résultat, ce qui permet donc d'éviter d'avoir à les compiler sur la machine de chacun des utilisateurs, c'est clairement, je pense, le futur en termes de package natif dans Node. Une question de ce côté-là. Tu disais que tu avais automatisé la maintenance du projet. À quoi est-ce que tu fais référence? Pour te donner un ordre d'idée, on a plusieurs workflows avec les GitHub Actions.
Donc, par exemple, l'une des actions qu'on a, c'est à chaque fois que quelqu'un ouvre une pull request, pas une pull request, une issue sur le repository, on a un bot qui peut faire tourner une reproduction dans l'issue et nous dire si jamais elle est réellement reproduisible ou pas. Ce qui permet donc d'éviter qu'on fasse un trop gros ah oui, mais je ne réussis pas à le reproduire de mon côté, donc qu'est-ce qu'on fait? Ce qui était l'un des gros problèmes sur la V1, parce que quand quelqu'un venait nous voir avec un problème et qu'on ne réussissait pas à le reproduire, on ne savait pas si c'était parce que c'était pas un problème ou ce qu'on avait mal pigé. Et du coup, on était obligé de faire des allers-retours et c'était fatigant. Bien. On peut prendre une dernière question. Petite dernière? Non? Sûr? Bon, ils pourront me poser des questions après. Ouais. Merci. Ouais, c'est bon. Ok, bonjour. Je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous parler de testing et principalement de property-based testing. Avant de commencer, je voulais... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais déjà parler de quelque chose que je pense que tout le monde a rencontré une fois dans sa vie en tant que développeur. C'est on lance notre programme, on a développé tout ce qu'il fallait, on a mis les tests qu'il fallait. Ça a été testé par plein de gens et malheureusement, on arrive en prod et là, tout foire en fait au dernier moment et malgré tout ce qu'on a pu se mettre sous la dent pour fixer les problèmes avant qu'ils puissent arriver. Alors, c'est un problème qui arrive souvent et ça arrive un peu à tous les projets. Je pense que tous les projets ont pu avoir ce problème. Développer plein de fonctionnalités et à un moment, au moment de la release finale mise en prod, on a un bug, on l'avait pas détecté avant et pourtant il existe. Je vais prendre un petit exemple qui est un exemple venant d'Android qui a été fixé il y a très longtemps que ça, qui permettait en fait de bypasser le lock screen d'un utilisateur en s'amusant à faire une série d'opérations. Donc là, je les résume en 9 opérations dans lesquelles on faisait finalement un buffer overflow dans la partie native, juste en s'amusant à copier-coller des caractères d'une zone à une autre de l'OS Android. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que tout simplement, une issue comme ça, enfin un problème comme ça, on aimerait pouvoir le détecter plus rapidement dans nos codebases. On aimerait éviter d'avoir à débugger ce genre de cas au dernier moment et on aimerait que les gens ne détectent pas des bugs comme ça ou des zero dash sur nos projets et être proactifs pour les fixer. Alors, pour ce faire, en fait, on utilise souvent la célèbre pyramide de tests. La pyramide de tests, grosso modo, c'est des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests end-to-end. Unitaire, on peut voir ça comme un peu, on va tester notre fonction avec tout qui va être moqué au niveau de notre fonction. L'intégration, on va tester le système avec les autres systèmes moqués. Et le end-to-end, on peut voir ça comme je teste mon système dans son intégration finale avec tous les autres systèmes. Après, ça dépend de votre interprétation, de comment vous le voyez, mais grosso modo, voilà une idée de comment on peut voir cette pyramide. Un test unitaire en JavaScript, on peut par exemple l'écrire comme ça. Donc ici, c'est un test sur Jest, qui est écrit avec Jest, qui permet de tester une fonction qui s'appelle Knus. L'algorithme de Knus, c'est un algorithme qui prend deux paramètres. Une première chaîne, ça marche pas sur la télé, une première chaîne qui va être la chaîne, on a une première chaîne dans laquelle on va vérifier si la deuxième chaîne est présente ou non. En fait, c'est un algorithme isSubstring qui nous donne la position de départ en plus. Sur un test comme ça, et en général, nos tests, on les écrit comme ça, on va avoir prédéfini des entrées pour lesquelles on connaît directement les sorties. C'est souvent comme ça qu'on écrit nos tests aujourd'hui. Dans un test end-to-end, donc ici, c'est un test issu de la documentation officielle de Selenium, on va définir un scénario qui est là encore prédéfini à l'avance, dans lequel on va s'attendre à certains résultats et certaines sorties. Donc ici, le scénario qu'on a écrit, c'est de se rendre sur google.com, trouver un élément de type dont le name est Q, taper dedans WebDriver, faire entrer, et après, à la fin de ce test, on s'attend à ce que le titre de notre page soit WebDriver Google Search. Dans ce test, en fait, on a hardcodé un scénario d'entrée, on a hardcodé pour ce scénario d'entrée des sorties. Mais après, le problème qu'on a, c'est qu'on a beau écrire tous ces tests, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a des soucis et on peut toujours avoir des bugs en production. La question, c'est comment on est sûr que ces tests marchent bien. Et des réponses classiques qu'on va avoir, c'est mon projet est pas mal, il est utilisé par plein de gens, les gens sont contents. C'est par exemple le cas d'Android et pourtant Android a eu des bugs. Un deuxième exemple de réponse qu'on a souvent sur est-ce que tu es sûr de ton code, est-ce que tu es sûr qu'il va marcher,
souvent la couverture à 100%. Là, je vous renverrai cette image dans laquelle on a une couverture à 100% et pourtant, dans ce code, a priori, rien ne marche. Enfin, il y a des choses qui ne marchent pas très bien et pourtant, on a bien une couverture à 100%. Donc, en fait, ce n'est pas assez. Et ça va être tout l'objectif de ce talk. L'objectif du talk, c'est de vous présenter un peu comment on pourrait faire pour aller un peu de l'avant et avoir des tests qui nous permettent de prévenir à l'avance ce genre de problème, c'est-à-dire des bugs qu'on n'avait pas prévus lorsqu'on a écrit notre code. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Dubien. Le logo avec le point d'interrogation, c'est que pour l'instant, je fais partie d'une startup qui n'a ni nom ni logo. Donc, je ne peux pas vous mettre de logo. Mais j'aurais bien aimé mettre un logo. J'ai essayé de chercher, il n'y avait pas de logo. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur GitHub et sur mon Twitter, qui sont marqués ici, que vous pouvez retrouver en bas des slides. Alors, le problème ici, c'est qu'on aimerait en fait, on aimerait être en mesure de tester notre code source et d'être plus sûr de nos releases et de détecter des bugs qui sont un peu plus fishy que ceux qu'on a l'habitude de trouver avec nos tests unitaires classiques. Notre problème, si vous vous rappelez des deux tests que je vous ai montrés tout à l'heure, qui est le test unitaire qui est sur l'algorithme de Knuth et le test end-to-end qui était sur la webpage officielle de Google, c'est que finalement, on a hardcodé dans ces deux cas un scénario, un scénario ou des entrées. Dans le cas de l'algorithme de Knuth, on a testé notre algorithme face à une dizaine d'entrées et on a, pour ces 10 entrées, donné des sorties attendues. Malheureusement, on pourrait tomber sur des cas dans lesquels on a oublié certaines entrées. C'est d'ailleurs le cas où on va vous dire « rajoute un test unitaire, tu as oublié de couvrir tel cas ». Mais potentiellement, bien qu'on ait des infos, rajoute ce test unitaire, on peut en rater encore quelques-uns. Donc l'idée, ça va être d'aller plus loin que ça. Et pour aller plus loin, on va introduire du random. Le random, en général, en test, on n'aime pas trop. Donc on va essayer de faire ça de manière un peu plus futée que du random classique. On va l'introduire de manière reproductible. L'idée, c'est de faire en sorte que si jamais mon test plante sur ma CI ou même en local, j'ai une seed qui me permet de relancer le test exactement comme il a été lancé lors de la CI. Un autre point qui est important de noter, c'est qu'on ne veut surtout pas que ce soit déterministe. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de ne pas vouloir être déterministe. La raison de ça, la raison pour laquelle on veut introduire du random, c'est qu'aujourd'hui, on a hardcodé une dizaine, vingtaine de tests unitaires et que ces 10 à 20 tests unitaires ne suffisent pas. Si on était déterministe, ça voudrait dire qu'à chaque run de notre CI, on relance exactement les mêmes tests. Donc, on retomberait dans le cas de on a hardcodé des tests. On a hardcodé des tests. Donc, l'idée, ça serait justement de ne pas être déterministe. Et pour appuyer un peu ce besoin de ne pas être déterministe sur ce cas-là, je vous renverrai aux tests qui sont faits sur Google Chrome par fuzzing. L'idée, en fait, c'est de tester le navigateur Chrome avec du fuzzing, donc c'est des entrées aléatoires, et de voir si le navigateur crash pour détecter des 0D avant que des petits hackers s'amusent à les détecter pour Google. Donc le non déterministe, ça existe déjà en test et c'est utilisé par des grosses boîtes pour détecter des problèmes. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont déjà entendu parler de property-based testing dans la salle? OK. Ceux qui ont entendu parler, j'espère vous apprendre des trucs. Et ceux qui n'ont pas entendu parler, j'espère aussi vous apprendre des trucs, c'est l'objectif du talk. En fait, le property-based testing, l'objectif, ça va être de répondre aux besoins qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliciter tous les tests qu'on aimerait pour décrire nos problèmes. On voudrait aller plus loin et découvrir des cas en fait, qui posent problème. Aller un tout petit peu plus loin. Pour vous présenter le property-based testing, je vais prendre une lib qui s'appelle FastCheck, dont je suis l'auteur. FastCheck, aujourd'hui, c'est 800 stars sur GitHub. Ça a pas mal monté depuis les dernières fois. Tout ce que je vais vous présenter ici, en fait, s'adapte à d'autres libs de property-based testing, que ce soit des libs en JavaScript, des libs en Scala, des libs en C#, des libs en C++. C'est assez générique. Vous avez juste à changer en fait, les endroits où je parle de FastCheck par le nom de votre framework de property-based et tout s'adaptera. En gros, le property-based testing, l'idée, ça va être de tester des propriétés plutôt que de tester des exemples. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on hardcodait des entrées pour lesquelles on hardcodait des sorties et c'était notre test. Notre test consistait à prendre des entrées qu'on a définies et vérifier qu'ils donnent bien des sorties qu'on a également précalculées nous de notre côté. L'idée du property-based, ça va être de tester des propriétés. Une propriété, vous pouvez le voir comme ça. Pour tout XY tel que X et Y remplissent certaines préconditions, je m'attends à vérifier une propriété sur XY. Grosso modo, ça se lit de la manière suivante. Pour vous et pour le framework, il faut le comprendre de la manière suivante qui est génère-moi des entrées aléatoires basées sur les générateurs de X et de Y que je t'ai spécifiés.
Ensuite, de manière optionnelle, on peut lui préciser une précondition. Une précondition, ça permet de vérifier, par exemple, est-ce que x est plus petit que y. Admettons que notre propriété ne tient que si x est plus petit que y. Dans ce cas-là, on peut écrire une précondition qui dit est-ce que x est plus petit que y. Dans le cas où x serait supérieur ou égal à y, on régénère une nouvelle entrée. C'est pas grave, on appelle le framework qui régénère une nouvelle entrée et il va tout simplement nous générer une entrée valide. Tant qu'il n'y a pas d'entrée valide, il va continuer à tester des générations. Et enfin, la propriété, on va lancer le test et en cas de problème, on va reporter le problème de manière intelligente. Je vais revenir un petit peu sur le côté intelligent, mais avant, on va continuer un petit peu là-dessus. Ça, on va le faire 100 fois. Pourquoi 100 fois? Parce qu'en général, ça suffit à trouver pas mal de bugs, on verra ça tout à l'heure. Et que finalement, vous allez le lancer dans votre CI et dans votre CI, il va tourner 100 fois le premier run, puis on va avoir 100 tests, 100 nouveaux tests le deuxième run, puis 100 nouveaux, puis 100 nouveaux, puis 100 nouveaux. Au final, vous allez courir beaucoup plus que 100 tests avec ce genre de test. Un exemple, en fait, si on veut, pour voir un petit peu comment ça peut s'appliquer sur un algorithme classique, on va prendre l'algorithme de isSubstring. isSubstring, c'est un algorithme qui prend deux chaînes de caractères A et B, et qui va nous dire si la chaîne B est une sous-chaîne de A. On aimerait, en fait, pour cet algorithme, écrire une propriété. Donc, comme je l'ai dit, une propriété, c'est pour tout x, y tel que x et y répondent à certaines préconditions. J'ai quelque chose à vérifier. Une propriété qu'on peut voir pour isSubstring, et je vais expliquer pourquoi, c'est que pour tout A, B, C string, donc ça, c'est notre for all, on n'a pas de précondition ici. B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Pourquoi ça? Tout simplement, si on prend trois chaînes purement aléatoires, AZE, RT et Y, on voit bien que RT est bien une sous-chaîne de AZERTY. Donc ça, c'est la propriété qu'on doit donner à notre framework. On va dire à notre framework, écoute, génère-moi trois chaînes de caractères ABC, et chaque fois que tu prendras des chaînes de caractères, tu dois vérifier que B est bien une sous-chaîne de A plus B plus C. S'il y a un problème, il faut me le dire. Alors, en parlant de problème, on va revenir sur la partie report intelligent. Qu'est-ce que le report intelligent? Finalement, quand ça va planter, et ça peut planter, on pourrait avoir un bug sur les chaînes A, B, C que je vous montre ici. Ces chaînes-là, elles sont un peu particulières et à première vue, on peut imaginer plein de sources du bug. On a un caractère Unicode SHA, on a une apostrophe, on a nul, par exemple, dans la chaîne C. Et là, j'étais assez sympa parce qu'on a parlé de strings. Des strings, ça peut être plus qu'une vingtaine de caractères. Le framework pourrait très bien nous générer des strings de plusieurs kilos. Il n'y a pas de problème à faire ça et nous reporter une erreur monstrueuse. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va nous reporter une erreur plus intelligente. Alors, comment il va faire ça? Il va faire ce qu'on appelle du shrinking. Alors, le shrinking, ça consiste à prendre l'entrée et à réduire le cas vers un cas plus petit. Par exemple, dans le cas des chaînes ABC qui sont présentes ici, le framework va tester donc les chaînes ABC, il se rend compte qu'il y a un bug. Il va essayer un autre cas qui est juste le même cas sans la chaîne A, avec la chaîne A qui serait vide. Il remarque qu'il y a encore le problème. Donc, il va faire la même chose sur B. Et là, manque de pot. En enlevant complètement B, on n'a plus le bug. Donc, il va remettre quelques caractères, etc., jusqu'à arriver finalement à un cas minimal dans lequel on a vraiment le cas minimal. Et dans ce cas-là, il va nous reporter l'erreur qui dit A est la chaîne vide, B est une chaîne qui contient 2 i, et C est la chaîne vide. Et donc là, par exemple, à première vue, on aurait pu imaginer plein de causes d'erreur, mais la cause d'erreur, c'était juste la présence de 2 caractères identiques dans la chaîne du milieu. C'est un cas purement imagé, mais potentiellement, vous pourriez rencontrer ce genre de cas. Alors, essayons un petit peu de voir ce que ça donnerait, en fait, voir à quoi ça ressemble en termes d'application, parce que là, je vous ai parlé théoriquement à quoi ça ressemblait. Essayons de voir comment on pourrait faire ça. On va tester isSubstring. On va essayer d'implémenter la propriété donc pour tout ABC. B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Alors pour ça, je vais essayer de le faire très rapidement en live coding. Attends, si je retrouve ma souris. Alors, j'ai ici un algorithme de Knous. Donc c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. On peut l'utiliser facilement pour définir isSubstring. L'implémentation isSubstring, elle peut s'écrire rapidement en fonction de Knous. Si on lance les tests unitaires qui sont au-dessus, normalement, tout devrait passer. Donc là, on a 2 tests qui passent. Le premier, SumUnit, et le deuxième, c'est celui qu'on va s'amuser à remplir. On va essayer d'écrire la propriété. Une propriété avec FastCheck et en général avec tous les autres frameworks, ça commence par une fonction d'assert qui est une sorte de test runner dans lequel on va définir notre propriété. Et ici, la propriété, c'est d'avoir 3 chaînes de caractères. Hop.
finalement, on veut générer 3 chaînes de caractères. On va demander au framework avec des trucs built-in de nous générer 3 chaînes. On récupère ces 3 chaînes sous le nom ABC pour reprendre ce qu'on avait tout à l'heure. Et ce qu'on s'attend à avoir, c'est que B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Donc, on écrit A plus B plus C. On vérifie que B est bien une sous-chaîne de A plus B plus C. On relance le test. Et là, en fait, mon VS Code me dit, en fait, il y a une erreur dans cet algorithme. On voit qu'il y a une erreur et le contre-exemple, c'est 3 chaînes de caractères vides. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous reporter ce genre d'erreur. On voit que l'algorithme au-dessus était bien couvert. On a bien des tests unitaires. Malheureusement, on n'a pas couvert tous les cas qui étaient intéressants. Pour revenir très rapidement sur cet exemple, donc, la propriété s'écrit comme ça. Donc, on appelle le framework pour nous générer 3 chaînes de caractères avec des built-in qui sont FC string. Dans d'autres frameworks, ça va être JSC string, mais ça revient exactement au même. On récupère ces 3 chaînes de caractères et on vérifie que isSubstring est bien vérifié pour ces 3 chaînes. Ce genre de propriété, je l'ai utilisé pour trouver des bugs dans JavaScript Algorithms, qui est un repo à 50 000 stars aujourd'hui, qui a une couverture à 100%. Donc, c'est pour revenir sur le cas des 100% de couverture. Et ça m'a permis de trouver donc, le cas des 2 chaînes vides, qui est en fait le cas que je vous ai présenté, qui est directement tiré de JavaScript Algorithms. La même propriété sur le même repo m'a permis de trouver un bug aussi dans RabbinCarp, qui est un autre algorithme. Dans ce cas-là, c'était un un integer overflow avec un rounding de double à int. Mais bon, JavaScript Algorithms, c'est bien sympa. Mais on va regarder un petit peu, juste avant de changer rapidement. Là, on a testé un cas où on vérifiait que isSubstring renvoyait toujours true avant de switcher. Si on s'amuse à écrire isSubstring comme une fonction qui renvoie toujours true, notre test il va être vert. L'idée, c'est quand on écrit du property base, c'est surtout pas de remplacer tous vos tests unitaires par des tests de property base. C'est un complément. Ça vous permet d'avoir une plus grande sûreté dans certains cas, d'avoir des cas en plus, mais ça va surtout pas remplacer les tests par exemple. Dans le cas de l'algorithme de Knus, dans ce cas particulier, en fait, l'algorithme nous donne la position de départ de la sous-chaîne. Donc, on peut aller un tout petit peu plus loin si on veut s'amuser. En prenant 2 chaînes A et B, où B est une vraie sous-chaîne de A, on peut vérifier que finalement, la position qui nous est retournée correspond bien à la position de début de la sous-chaîne. Donc, ça, c'est une propriété qu'on pourrait écrire. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va s'amuser sur des vraies librairies parce que finalement, JavaScript Algorithms, c'est sympa, mais ce n'est pas utilisé en prod chez vous et moi. Et donc, on va essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus intéressant. On va s'intéresser à la fonction isEqual de underscore. Underscore, qui est une librairie qui a été pas mal utilisée, qui est toujours utilisée. Et isEqual, elle a une propriété qui est assez sympa, une propriété qui est mathématique, qui est de dire que la propriété d'égalité est symétrique. Ça veut dire être symétrique, ça veut dire que si je prends 2 valeurs aléatoires, donc si je demande à mon framework de générer 2 valeurs totalement aléatoires, je m'attends à ce que isEqual de AB soit la même chose que isEqual de BA. On va essayer d'écrire ça finalement avec le framework. Normalement, il me reste assez de temps. Donc, on va… Je vais reprendre un template pour underscore. Donc là, j'ai déjà tiré la lib underscore. Hop. On va écrire, donc, comme tout à l'heure, donc on écrit une propriété. Je vais essayer de le faire comme ça pour l'instant. On écrit une propriété. Donc pareil que tout à l'heure, on a un test runner. Ah, c'est parfait. Donc, on a un… il n'est pas allumé. On a un test runner, donc assert. On a une propriété. Notre propriété, ici, on va lui demander de générer un peu n'importe quoi. Donc, on utilise anything. Anything, il prend pas mal de paramètres. On va s'amuser à lui demander des options en plus, genre des box values, parce que ça gère les box values, et des object strings. C'est aussi une autre option qui permet d'avoir des strings qui ressemblent à des objets. On va générer ça 2 fois parce qu'on veut générer A et B. Et notre propriété, c'est de prendre A et B et de vérifier que underscore de isEqual, et je n'ai pas l'autocomplete, de AB est égal à underscore de isEqual de BA. On écrit ça, on sauvegarde. Normalement, le test est lancé tout seul dans VS Code, mais je vais quand même le relancer au cas où. Et donc, le test, il passe sans trop de surprise.
Là, ce qu'on pourrait se dire, c'est si on veut écrire une propriété, on peut se demander si ça va passer sur le long terme. Donc, pour vérifier ça, dans FastCheck et dans les autres frameworks, on peut spécifier un nombre de runs. Et là, vu qu'on veut vérifier vraiment que ça va bien passer sur le long terme, on va être 1 million de runs, puisqu'au moins, ça sera plus long. Ça va permettre de peut-être trouver des cas. Et là, en fait, si vous voyez bien la petite ligne rouge ici, en fait, il y a un bug dans underscore qui fait que is de new number 5e-324 et 0 n'est pas symétrique. Donc, en fait, dans certains cas, ça renvoie true, dans d'autres cas, ça renvoie false. C'est un bug qui traîne depuis très longtemps. J'ai ouvert la perf ce midi pour le fixer. Et en fait, ce bug, il n'est pas que dans underscore en réalité. Donc ça, c'est la propriété qu'on a écrite. Ce bug, en fait, je l'ai reporté initialement dans Jest. Il y avait le bug dans Jest dans une des releases majeures qu'ils ont eues. On avait exactement le même problème. Le toStringtEqual marchait pas forcément sur certaines valeurs. Il y a d'autres bugs que j'ai reportés grâce au property-based testing dans Jest, notamment le fait que c'était asymétrique pour des sets. Donc, notamment, Jest ne marche pas pour les sets. Et voilà. Le property-based testing, en plus de l'appliquer sur des libs, comme on l'a vu, sur des codes assez simples, on peut aller un tout petit peu plus loin. On peut l'appliquer sur des interfaces utilisateurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une interface utilisateur, la plupart du temps, va le tester avec un scénario d'entrée pour lequel on s'attend à des sorties. Mais on peut très bien le tester sur une interface utilisateur comme un puissance 4, dans lequel les entrées, ça va être cliquer sur des boutons. Et les sorties, c'est par exemple, j'ai cliqué dans une colonne, j'ai un élément qui s'ajoute dans la colonne. Et donc voilà, c'est tout pour ce talk. J'espère vous avoir appris quelques trucs. On va prendre quelques questions. Merci beaucoup, c'était passionnant, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas trop la technique. Est-ce que cette notion de property-based testing sert par exemple pour qualifier les puces électroniques ou pas? Ou est-ce que c'est des techniques qui sont uniquement utilisées en termes purement programmatiques? Je sais pas trop. Enfin, en gros, l'idée, c'est de définir des relations entre des entrées et des sorties. On pourrait très bien imaginer effectivement que ce soit appliqué à d'autres domaines, potentiellement puces électroniques ou autre chose. L'idée, c'est vraiment si on a une relation entre des entrées et des sorties qu'on peut valider, on peut peut-être appliquer ce genre d'outils également. À propos du shrinking, donc là, tu nous as montré sur les chaînes de caractères, donc on voit bien comment il fait, il prend des chaînes plus courtes. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le même genre de truc pour des entiers ou... Ouais, alors sur les entiers, ça va réduire vers 0 en général. Enfin, ça va tendre vers 0. Donc, si ton entier, ça plante au-dessus de 10 000, il va arriver à trouver que c'est 10 000 la valeur qui pose problème. Sur un objet, par exemple, il va shrinker aussi vers l'objet le plus petit. Sur des fonctions, il va shrinker vers des fonctions aussi, parce que ça gère aussi la génération de fonctions. Ça peut générer un peu toutes les data structures que vous avez en JavaScript de manière automatique, y compris des structures récursives. Et ça garde le shrinker pour les structures récursives. On a une question de ce côté-là. Ouais, j'ai une petite question sur les use cases principaux, parce que tu parlais de lib, par exemple, ouais. Sur isEqual. C'est quoi les use cases principaux du property-based testing? Parce que si tu me dis, je vais tester mon interface utilisateur avec du property-based testing, comme je sais que c'est lent, je ne vais pas le faire. En fait, je ne vais pas répéter 100 fois un scénario qui prend 100 secondes. Moi, alors, je l'avais testé à Criteo. Enfin, je suis plus du tout à Criteo, mais à l'époque, je l'avais testé à Criteo sur des interfaces utilisateurs pour justement trouver des bugs. Et en fait, je l'avais lancé plutôt en tâche de fond, c'est-à-dire un run par soir comme ça. Okay. Ça m'a permis de détecter des bugs dans la UI. Je m'amusais à cliquer un peu n'importe où dans un formulaire. C'était un formulaire. Et en fait, je trouvais des fois des combinaisons de certains champs qui faisaient potentiellement crasher le système. C'était un outil interne. Et en fait, ça m'a permis de trouver des combinaisons qui posaient problème et après de shrinker vers les plus petites combinaisons qui posent les problèmes. Ok, donc pas genre dans ton build. Alors pour les tests d'interface, ouais, clairement pas. Par exemple, aujourd'hui, pour info, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Jest l'utilise pour se tester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tester, quand Jest build sa CI, dans leur CI, ils ont aujourd'hui des tests de propriété pour vérifier notamment l'algorithme diff de deux objets ou vérifier le toEqual que j'ai montré tout à l'heure. Et j'utilise FastCheck aussi pour.
ça a l'air assez une autre manière de penser, de créer cette assertion, cette fausse assertion au début. Genre, je prends la chaîne, le cas, je le mets au début, et puis pour chaque test un peu différent. Ouais. Comment on arrive à penser comme ça? Est-ce qu'il y a des exemples? On peut regarder comment on crée justement ces tests avant de lancer? Est-ce que ça n'a pas l'air évident à réfléchir comme manière de réfléchir au début? En gros, tu as des patterns qui s'appliquent bien. Je dirais que la plupart du temps, ça dépend vraiment de ton algo, mais il y a des patterns assez simples qui sont tu as une fonction toString et une fonction fromString. Concrètement, là, tu peux t'amuser à voir si toString de fromString, enfin fromString de toString redonne bien l'identité. Je l'avais utilisé sur JS-YAML notamment, où tu peux vérifier qu'en fait, tu as donné une valeur, tu l'as stringifiée et tu essayes de la relire, ça marche toujours. C'est un cas assez classique. Tu peux vérifier des trucs de stabilité, par exemple. Tu lances une commande et si tu la relances une deuxième fois, tu es censé garder le même output, enfin, tu es censé être stable. Tu peux vérifier ça. Tu peux vérifier, par exemple, la croissance d'une fonction, si tu as une fonction croissante. Donc là, on est un peu plus mathématique à ce niveau-là. D'autres cas, c'est des fois, tu as des algos dans lesquels tu sais très bien que pour ces entrées en particulier, cette gamme d'entrées, tu auras certaines choses que tu vas vérifier. Tu peux écrire un test qui va juste donner ces types d'entrées, enfin ce type d'objets en entrée, et vérifier qu'à la sortie, on a bien la propriété. Et encore une fois, ça ne remplace pas le test d'exemple. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de tout couvrir. En gros, il ne faut pas s'attendre à réécrire l'output à 100%. Des fois, on ne va pas arriver à savoir la valeur exacte, mais on va potentiellement avoir des idées de la valeur, quoi. Okay. On va prendre la dernière question. Oh, il y en avait une ici. Alors, merci pour le talk. Tu parlais que tu avais testé sur les UI de Criteo. Ouais. En fait, je suis assez curieux de savoir comment tu arrives à définir un set de sorties valides ou d'erreurs sur quelque chose de complexe qui est une UI où en gros tu as 50 000 trucs. Donc, en gros, pour les UI, au lieu de générer des data structures, ma data structure, ça va être un tableau d'opérations que je vais appliquer sur l'UI. Tableau d'opérations, ça va être cliquer sur un bouton, remplir un champ texte, potentiellement enregistrer un formulaire. Moi, les opérations que j'avais mis, c'était donc cliquer sur les boutons, etc. Et save le formulaire. Le save du formulaire, il y avait une opération que je vérifiais en entrée en sortie. C'était je prenais entre guillemets un screenshot du contenu de la page. Je save, je faisais un F5 et je regardais si après le save et le F5, j'avais toujours le même contenu. Et en général, ça m'a permis de trouver des bugs. Un autre truc, c'est regarder les erreurs dans la console. C'est pas forcément aussi pointu qu'un test classique, mais ça peut peut-être trouver des cas qui étaient problématiques, enfin qui sont problématiques. Bon, d'abord, moi, j'avais des félicitations parce que je trouve ça super cool ce que tu fais. Mais j'ai une petite question. J'ai l'impression que l'utilisation que tu en fais là, c'est une façon de détecter des espèces de edge case un peu loin, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que toi, ta recommandation, c'est d'inclure ce genre de test-là dans la CI? Ou est-ce qu'en fait, tu peux imaginer qu'au moment où tu définis tes tests unitaires, tu le fais runner avec des millions de tests comme ça, tu détectes un peu tes edge cases à ce moment-là, puis tu mets des tests unitaires qui vont, eux, seulement tourner en tant que test d'anti-régression, quoi, plutôt que de le faire tourner à chaque fois avec beaucoup d'itérations? C'est une bonne question. Dans l'ensemble, j'aurais tendance à dire, en fait, il y a les deux côtés. Il y a le côté un peu unitaire du test, dans le sens où on peut le lancer, par exemple, dans le cas de EasyQual, normalement, c'est un test qui va se lancer 100 fois. Comme je disais, la propriété, elle se lance 100 fois. Dans le cas d'un test d'intégration, clairement, on ne va pas le mettre dans la CI, c'est beaucoup trop coûteux. Je pense que suivant les cas, sur les petits tests unitaires, si on reste vraiment très proche de l'unité de fonction, on peut s'amuser à le lancer vraiment dans la CI. Ça permet vraiment de trouver des régressions et potentiellement de trouver des bugs très longtemps après. C'est-à-dire que le gros problème en fait, de ce genre d'approche, c'est que potentiellement votre CI est verte et du jour au lendemain, sans raison, elle passe rouge sur un des tests parce qu'en fait, il y avait un cas très très rare qui s'est présenté qu'une seule fois jusqu'à présent, mais vous êtes content qu'il se présente. Donc, je dirais que c'est bien de l'avoir dans la CI, c'est pas si coûteux que ça. Par défaut, c'est sans run, mais en fait, on peut rider le nombre à 10 ou beaucoup moins si nécessaire. Mais c'est vraiment genre à voir au cas par cas, je pense. Ok, merci. Non. Bonsoir à tous. Je m'appelle Maxime Sraiki, je suis architecte développeur chez BAM, qui est une boîte de services qui propose de designer et développer des applications mobiles
au top. Et ce soir, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur un des projets sur lesquels je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. C'est un retour d'expérience sur nos stratégies d'amélioration et comment on a réussi à améliorer notre situation en termes de qualité de code, même si on n'en est pas arrivé à ce genre de, de testing extrême. Du coup, bon, voilà, j'ai nommé mon talk une histoire d'amélioration. Il va avoir lieu en 3 parties. La première partie qui sera le cheminement de pensée, les problèmes qu'on a eu et pourquoi on en est arrivé à faire ce qu'on a fait. La deuxième partie qui est qu'est-ce qu'on a fait, et la troisième partie qui sera les résultats en termes de notes sur les stores de notre appli et de bugs, tout simplement. Alors déjà, un peu de contexte. Le projet, du coup, c'est une application en marque blanche. Du coup, elle a 3 visages. C'est l'application Ada, l'application Move in Paris et l'application Joe. Ces 3 applications, elles permettent de en fait faire de la location de voitures qui sont accessibles après en libre service. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une application par l'intermédiaire de laquelle on télécharge une clé virtuelle et on va pouvoir déverrouiller un véhicule via Bluetooth, soit dans une agence, donc à des horaires où les gens sont pas dans l'agence, soit carrément dans la rue pour le cas de Move in Paris qui offre un service de free floating. Donc on peut prendre une voiture dans la rue et la laisser à un autre endroit tel quel. Je vous ai fait un très rapide schéma de comment on s'est imbriqué avec plusieurs partenaires pour gérer toutes les problématiques extérieures comme le paiement, la validation des pièces d'identité de nos utilisateurs qui vont devoir scanner leur permis et leur pièce d'identité avant qu'on leur laisse les clés de voiture, des services d'envoi de notifs, de SMS, d'email et même de logging avec Datadog qui nous accueille ce soir, merci. En fait, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que pour nous, en tout cas, ça a été autant de facteurs de complexité d'avoir cette application en marque blanche qui doit être déployable avec 3 visages différents, ainsi que tout ce nombre d'interfaces. Du coup, un petit état des lieux de notre popularité en mars. C'est pas terrible. On a des notes pas très hautes sur Move in Paris, l'application qui est sortie en dernier dans notre écosystème. Sur Ada, ça va un peu mieux, mais on est en dessous de nos standards qui est d'avoir une note de 4,5 sur les stores. Et pour Android, c'est encore moins bon. On n'est pas très bon. J'ai oublié de préciser, mais du coup, comme on le disait au début du projet, au début du meet-up, ce projet, c'est un projet full stack JavaScript. Du coup, notre technologie de développement des applis mobiles, c'est du React Native. Et côté serveur, on a un back en Node qui utilise un framework un petit peu vieillissant qui est Loopback 3, puisqu'on l'a commencé il y a 2 ans et demi et qu'on n'a pas fait le choix de se mettre directement sur des frameworks plus modernes. Bon, du coup, qu'est-ce qui nous arrive dans cette histoire? En fait, ça, c'est le graphe du nombre de bugs détectés par nos équipes par mois. Et du coup, en 2017, ce nombre de bugs ne fait que monter. On a une espèce de phase où nous, on réagit, en fait, je vais vous expliquer comment on a réagi la première fois. Puis ensuite, ce nombre de bugs réaugmente de plus en plus jusqu'à une phase où nous, on se met à faire des recettes hyper intensives. Et alors là, c'est la catastrophe. Février, 140 nouveaux bugs détectés, l'équipe est en flammes, bref. Comme beaucoup d'équipes, je pense, on se fixe un objectif hyper ambitieux qui est, en fait, on n'aura plus jamais de bugs. Donc, on va fermer le robinet, 0 bug introduit. Et en plus, on va aller régler tout notre stock et on sera le projet le plus cool de la Terre. C'est un objectif hyper ambitieux. Et avant de vous expliquer ce qu'on a réussi à faire, je vais vous parler un peu du passif du projet. Donc là, je vous explique le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce projet, il a environ 3 ans. Il a été fait par des équipes de développeurs hyper changeantes parce que en fait, dans notre boîte, on staff des équipes et les gens tournent de projets environ tous les 6 mois. Donc en fait, sur ces 3 années-là, on a eu une vingtaine de développeurs différents qui ont intervenu sur le projet et il nous manquait des standards de code forts à l'époque, fait que en fait, il y avait plein de façons de faire, plein de choses, ce qui, je pense, est assez propre à beaucoup de frameworks JavaScript qui laissent pas mal de liberté. Du coup, il y avait une seule personne qui restait pendant toute la longueur du projet, c'est moi. Et j'étais un peu le seul à avoir la connaissance métier et la connaissance technique de toutes les briques un peu compliquées, ce qui fait que je devenais un chaînon hyper dangereux de l'équipe parce que le moment où j'étais pas là, où j'étais en train de faire un autre truc ou quoi, les autres développeurs, ils allaient avoir beaucoup de mal à comprendre un bout de code qui suivait pas un standard qu'eux, ils avaient l'habitude d'utiliser et qui en plus était sur une réalité métier qu'ils avaient pas l'habitude de toucher, quoi. Dernier point
point, mais qui est hyper important pour moi, c'est que en fait tous ces développeurs-là, c'était quand même des gens hyper motivés, qui avaient envie d'améliorer la qualité du code, qui avaient envie de mettre le code au standard du marché, donc aller rajouter du typage, aller rajouter des tests unitaires, aller rajouter des tests fonctionnels. Et en fait, toutes ces actions-là, c'est des actions qui sont tombées à l'eau parce que ils sont restés pas très longtemps, ils ont fait des démarches un peu tout seuls dans leur coin, ils ont dit attends moi je vais mettre Flow, tu vas voir ça va être super, et ils ont passé 3 semaines à faire du Flow, à typer plein de composants, puis après ils sont partis et personne n'a forcément suivi le truc. Je voulais revenir rapidement sur cette première phase d'amélioration qu'on a faite qui avait l'air d'avoir pas mal marché. En fait, c'est un peu triste, mais à cette période-là, on a analysé tous nos bugs, on a regardé mais pourquoi est-ce qu'on a des bugs, et en fait la réponse on la connaissait déjà, c'était il n'y a pas de test unitaire, ou il n'y en a pas beaucoup, votre code n'est pas typé, donc en fait, dès que vos partenaires ils décident de changer un peu la réponse que vous avez, tout crash de votre côté. Et en fait, on a juste redécouvert des standards du marché qu'on connaissait déjà. Du coup, notre problématique n'est pas vraiment devenue comment on découvre un nouveau truc pour arrêter de faire des bugs, mais plus comment on fait en sorte que notre équipe, elle s'implique suffisamment dans la qualité du code pour suivre ces standards du marché qu'on connaît à peu près tous, je pense, dans cette salle. Je vous raconte un peu ce qu'on a essayé naïvement. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui s'est dit je vais typer à fond. On a des gens qui ont rajouté des tests unitaires et des tests fonctionnels. On a utilisé pour ça une technologie qui s'appelle Detox, qui permet de faire un peu ce que fait Selenium, mais sur des applis React Native. Et en fait, sur chacun de ces points-là, le problème, c'était toujours une personne qui tire son truc dans son coin, ou alors on met pas les tests fonctionnels sur une CI parce qu'on a des problématiques DevOps qui font qu'on a du mal à avoir des machines qui tournent sur macOS pour lancer un simulateur iOS et faire tourner nos tests fonctionnels. Et du coup, en fait, d'une certaine façon, on n'arrive jamais à ancrer nos actions dans le temps, quoi. Bon, du coup, vous avez compris, nos actions ne prennent pas d'ampleur. Et en plus de ça, nous, on est une boîte de service. Du coup, on est souvent drivé par les jalons de nos clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est hyper pressurisé par le delivery. Donc, en fait, j'ai ce genre de phrases qui me remontent de mes développeurs et qui m'attristent profondément, qui sont ouais, mais écoute, faire les tests, c'est bien gentil, mais moi, si je fais pas mes 4 tickets, je vais avoir beaucoup de mal à finir ma feature. Du coup, en fait, j'arrive pas à finir la délai du projet. Écoute, je ferai les tests plus tard. Voilà. En fait, on avait un vrai défaut d'implication de qualité. Nous, chez BAM et chez M33 plus en général, on est pas mal inspiré du Lean. Et en fait, dans Lean, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes un problème que tu ne sais pas résoudre? Tu te dis, mais que font les gens qui arrivent à le résoudre? Du coup, on s'est posé la question de, déjà, Lean, qu'est-ce qu'ils font? Puisque c'est des gens, je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthodologie Lean. Pas du tout. En gros, c'est une méthode de travail qui vient du Japon et qui est basée sur le fait de... En fait, je vais vous raconter ce que c'est tout de suite. Donc, quand on tape Lean sur Internet, on tombe sur cet énorme truc hyper effrayant avec plein de concepts qui ont l'air hyper complexes, avec Enfin bref, moi je trouve ça hyper effrayant. Au final, je vais vous dire, avec toute l'humilité que j'ai, ce que moi j'ai compris de tout ce que j'ai lu sur le Lean. En fait, c'est une méthode de travail qui revient à se dire on fait progresser les individus et on les responsabilise pour qu'ils aient envie d'apprendre des trucs en construisant un produit cool. À la base, c'est une méthode de travail qui vient, je vous disais, du Japon et des usines de Toyota, donc a priori très peu de rapport avec le code. Mais en fait, c'est vraiment la façon de penser, de se dire chaque individu va beaucoup travailler sur ce qu'il appelle un geste de qualité dans son poste et réussir à créer un produit cool. Il y a un deuxième concept qui est intéressant, c'est le concept du team leader. Je vous le passe un peu rapidement, mais concrètement, ce qu'ils disent, c'est qu'un team leader, il a 4 grandes responsabilités. On a aider l'équipe à visualiser ses galères et ses réussites. On a soutenir l'équipe, aller les aider quand ils sont bloqués, former les gens, et un truc que moi je faisais pas du tout, essayer de créer un environnement dans lequel les travailleurs, ils arrivent à améliorer et à maintenir leur espace de travail et le produit qu'ils font. Moi, ce truc-là, je le faisais pas particulièrement, personnellement, en tant qu'architecte. Je me concentrais beaucoup sur les 3 premiers. Dernier point, après je vous jure, on arrête avec le Lean. C'est le Total Quality Management. En gros, ce qu'ils disent, c'est si tu veux faire de la qualité avec une équipe de gens, le premier truc, c'est de le prioriser, c'est-à-dire que tu arrêtes de te mettre d'autres pressions de delivery ou quoi. Ta priorité, c'est de faire un truc de qualité. Le deuxième truc qui est capital, c'est que tout le monde doit mettre la main à la pâte. S'il y a une seule personne qui s'implique pas, ça veut dire qu'à priori, à un moment, il y a une contre-culture qui peut naître ou je sais pas, mais en gros, le move que tu es en train de faire, il peut tomber à l'eau. Et troisièmement, il faut se baser sur la réalité de ton produit. C'est-à-dire, moi, j'appelais ça faire parler le projet. Mais ce que je veux dire, c'est tu peux pas juste te dire OK, on va faire tel move de qualité parce que je l'ai lu dans un bouquin. Il faut que tu arrives à détecter des choses exactement sur ton code ou sur ton produit et te dire OK,
Ça, c'est le truc de qualité qu'il faut faire. Bon, du coup, nous, on a fait comment? D'abord, déjà, on a commencé par se demander quels étaient les trucs qu'on voulait améliorer sur le projet. Du coup, pour ça, on a utilisé 2 produits principaux. Le premier, c'est SonarCube, que vous avez peut-être utilisé déjà sur certains de vos projets. Et le deuxième, c'est Dependency Cruiser. SonarCube, c'est quoi? C'est un outil d'analyse statique de code qui permet d'avoir tout plein d'informations sur votre code. Il connaît certains codes smell un peu classiques. Il peut carrément détecter certains bugs vraiment très classiques. Et il va permettre de faire un suivi sur le coverage de test. Moi, la feature que j'ai trouvée la plus intéressante en termes d'animation de mon équipe, ça a été de voir l'évolution sur les 10 derniers jours et en fait d'avoir un détail sur quelles sont les parties du code qui n'ont pas été testées. Là, vous voyez par exemple, on a un coverage sur les 10 derniers jours qui est à 87,4. Bon, cool. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a une partie du code qui a été écrite par les développeurs qu'ils n'ont pas testé, soit parce qu'ils ont considéré que c'était pas une prio, soit parce qu'ils savent pas le faire. Et du coup, en fait, le fait de pouvoir monitorer ce truc, aller regarder une fois par semaine les moves qui n'ont pas été testés ou quoi, et ben ça m'a permis moi de détecter pas mal de choses sur lesquelles mon équipe avait besoin que je les forme et même sur lesquelles moi j'avais besoin de me former parce qu'en fait je savais pas trop comment le faire moi-même. Donc ça m'a beaucoup aidé. Dependency Cruiser, c'est un outil qui permet de faire de l'analyse de dépendance. Ça, c'est une photo de notre code, du coup, en mars. Comme vous pouvez voir, c'est très fouillis. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a des zones où on sent qu'on comprend rien, quoi. Que en fait, les modules sont pas bien organisés. Il n'y a pas de découpage d'informations. Je comprends facilement qu'un dev qui arrive là-dedans, il crée des bugs, quoi, parce qu'il bouge un truc là, en fait, ça casse un truc ici. Et donc ça nous a permis de nous rendre compte avec un indicateur très clair, Dependency Cruiser, des zones de notre code qui étaient vraiment fouillies et compliquées à comprendre pour un nouveau développeur. Il y a un troisième truc sur lequel on s'est basé, c'est notre façon de travailler. Donc vraiment aller sur les étapes de boulot et voir ce qu'on pouvait tirer comme information de notre façon de bosser. Du coup, notre flux il est assez classique, je pense. On crée des user stories, on définit le comment technique, on développe la feature, on la fait passer dans une CI. On relit le code. Ensuite, on fait une validation par le métier et on déploie. Du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut se positionner sur ce flux-là pour détecter les défauts de notre code. Et on a eu 2 idées. Le premier, c'était de se dire, OK, mes bugs en prod, c'est les trucs les plus intéressants parce qu'ils sont passés par toutes mes gates de qualité et ils ont quand même fait fail mon système. Mais on s'est dit aussi que l'endroit où on allait avoir des informations les plus quantitatives, ce serait au niveau de la code review. Parce que la code review, c'est un truc chez nous, ça se passe plusieurs fois par jour puisqu'on fait des features qui sont très atomiques. Du coup, on va avoir tous les jours de l'information et en plus, là où moi, ça m'a intéressé particulièrement, c'est que je me suis dit, si jamais il y a beaucoup de commentaires de code review, ça veut dire qu'il y a beaucoup de désalignements entre les gens de mon équipe. Et comme je vous l'ai dit avant, une des faiblesses de notre projet, c'est que tout était fait de façon différente à plein d'endroits dans le code. Et du coup, nous, on voulait identifier justement ces endroits où l'équipe n'est pas alignée et n'a pas dans la tête l'idée que la façon de faire de qualité, c'est la même. Du coup, on a créé un petit outil qui est pas très compliqué, qui se base sur l'API de GitHub et qui va aller récupérer tous les commentaires de code review pour qu'ensuite on puisse les agglomérer et en faire une espèce d'analyse un peu macro pour se dire bah tiens, en fait sur mon projet, il y a énormément de moments où les développeurs ils se chamaillent au niveau de la code review parce que ils sont pas d'accord sur comment faire un module, sur comment faire un test unitaire, sur comment faire ci, sur comment faire ça. Du coup, cet outil-là s'appelle Commentor et on est en train d'en faire une version publique qui est open source. Si vous voulez nous aider, vous êtes les bienvenus. Ok, donc ça c'était la partie on détecte ce qui ne va pas sur notre projet. Ensuite, on a voulu prioriser la qualité. Là-dessus, je vais passer assez vite, mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que tous les jours, on prenait 1 heure de notre journée pour aller analyser justement ces commentaires de code review, les bugs qu'on avait corrigés pour essayer de découvrir des nouvelles infos sur comment on peut s'améliorer. Et on prenait le temps de justement s'aligner sur des standards de qualité. Kaizen, c'est pareil, c'est un terme lean qui vient du Japon, mais ce que ça veut dire, c'est amélioration continue. Deuxième truc, vu qu'on a mis un accent particulier sur les code reviews, c'est cool, mais ça nous a aussi amené à nous dire que les gens qui relisaient les code reviews, qui jusque-là étaient on était assez indifférents sur ça, tout le monde relisait les codes de tout le monde, et ben on s'est dit en fait ça va être les gens qui ont le plus d'expérience, les gens qui ont l'idée la plus claire au démarrage de cette démarche-là de ce qui pourrait être du code de qualité. Et en fait, le dernier truc, c'était travailler en équipe. Et en fait, on s'est dit que on avait besoin de créer un environnement dans lequel les gens pouvaient tous s'aligner quand il y avait justement quelqu'un qui faisait un retour de code review qui démontre un manque d'alignement.
Du coup, on a un peu amélioré notre processus de code review, comme je vous le disais tout à l'heure. Chaque commentaire de code review était tagué, enfin est tagué d'ailleurs en ce moment, pour qu'on puisse avoir des espèces de macro catégories des alignements. Et le véritable move discriminant pour nous, ça a été de se dire, à chaque fois qu'on a un commentaire de code review, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, en fait, on se pose ensemble, ça fait partie de cette heure d'amélioration de la journée, on se pose ensemble, on écrit ensemble c'est quoi la bonne façon de faire sur cette question-là en particulier, et ensuite on va la faire valider par toute l'équipe. Donc nous, on a une équipe qui est composée d'une petite dizaine de personnes, on doit être entre 5 et 7, un nombre qui varie. Et du coup, comment on a fait ça ? En fait, on a créé un mur de qualité. Quand je dis un mur de qualité, c'est un vrai mur sur lequel on est allé scotcher nos standards sur toutes les différentes briques qui composaient notre software. Et en fait, la partie la plus importante dans cette photo, c'est celle-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a rajouté des standards là-dessus, tous les développeurs sont allés les lire, les challenger, écrire des petites notes à côté quand ils n'étaient pas d'accord, quand ils avaient des nouvelles idées, des façons d'améliorer le truc ou quoi. Et une fois que tout le monde était d'accord, on paraphait le truc en disant bah voilà, moi Maxime Sraki, je dis que je vais coder comme ça et je m'engage. Et sinon, rebâchez-moi sur la code review, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont commencé à le faire tout le temps. Donc, toute la journée, je voyais des gens qui allaient checker les standards, les challenger, s'aligner dessus. Ouais, bon, je suis désolé pour les petites photos de notre vie. Ah oui, pardon. Et ça nous a amené vers une architecture sur laquelle on s'est tous alignés et qui aujourd'hui nous aide beaucoup. J'ai pas forcément le temps de rentrer dans tous les détails, mais je suis hyper chaud si vous voulez qu'on discute de ça juste après. En fait, l'architecture qu'on a choisie, c'est un truc qui est inspiré de Domain Driven Design. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare la partie métier d'une partie très technique. Pour vous faire le truc en simple, on a une catégorie de fichiers qui sert simplement de front controller, donc qui va récupérer les requêtes et qui va ensuite décider quelle est la partie métier du code qui doit s'exécuter. On a des workflows qui correspondent vraiment à des actions de l'utilisateur en front. Par exemple, je me crée un compte ou je fais un paiement ou je fais ce truc-là. Ces workflows-là, ils ont le droit d'appeler autant de modules qu'ils veulent. Ces modules-là, ils ont des responsabilités métiers hyper découpées, du genre je m'occupe que de faire du paiement, je m'occupe d'envoyer un mail, je m'occupe d'envoyer un SMS. Et seulement ces modules ont le droit de communiquer avec des briques un peu plus techniques qui correspondent plus à la solution technique que nous, on a choisie. Par exemple, Stripe, PayPal, SendGrid, Twilio. L'objectif de faire ça, pour nous, c'était d'isoler la partie métier pour qu'en fait, on puisse commencer à remplacer toutes les briques techniques, par exemple notre framework Loopback 3 qui est un peu vieillissant, mais carrément certains partenaires avec lesquels on s'interfaçait, du moment que l'interface entre les connecteurs et les modules était respectée. Puisque le module, lui, il expose une fonction métier qui est envoie un SMS, à la limite, du moment qu'il arrive à appeler le connecteur de la même façon, avec une interface commune, on peut le remplacer par n'importe quel connecteur tout le temps, et on peut commencer à se rapprocher d'un truc qui est plus proche de l'injection de dépendance et avoir quelque chose de stable. Je vous ai mis un tout petit exemple de à quoi ressemblent nos standards, puisque aujourd'hui, même s'ils sont toujours affichés sur les murs, on les a mis dans GitHub, parce c'est plus facile pour nous de faire la validation de tout le monde relie l'APR, approuve le truc, une fois que tout le monde a approuvé, on peut merger. Du coup, on a l'arborescence là d'un workflow, avec le descriptif de sa responsabilité, des collaborateurs avec lesquels il a le droit de collaborer et des checks de qualité dessus. Ensuite, on a un vrai standard en forme de code. Donc ça, c'était typiquement une demande de nos développeurs quand on a commencé à leur dire ouais, super, on va faire un workflow qui s'occupe du métier. Ils ont dit d'accord, mais je veux du code, moi je veux comprendre comment je le fais. Du coup, on est allé jusqu'à le templater avec Plop, ce qui permet de générer directement un workflow type et d'aller modifier certains trucs comme les noms des variables, etc. Et en fait, cette structure-là, ça nous a permis de standardiser plein de choses. Par exemple, notre façon de loguer l'info avant, après chaque action et dans les exceptions de manager. Mais aussi notre façon de faire des tests. Donc, dès que tu crées un workflow de base, tu as cette espèce de squelette de test unitaire qui te donne envie et qui, d'une certaine façon, t'encourage à aller tester unitairement ton truc. Bon, je vous passe un peu rapidement là-dessus et on arrive sur les résultats. Du coup, ils sont de plusieurs sortes. Le premier résultat pour nous, c'était justement est-ce qu'on arrive à aligner les gens sur une façon de faire. Donc ça, c'est le premier truc que nous générait notre outil. C'est un compte rendu des retours de pull request
catégorisé par toutes ces catégories-là qu'on a créées. Donc, je vais vous faire 2 petits focus qui nous ont paru assez intéressants. Le premier, c'était sur l'architecture back. Donc, au tout début, il y avait beaucoup de retours. En fait, personne n'était d'accord. Tout le monde faisait un peu à sa sauce. On a créé des standards, donc ceux dont je viens de vous parler avec les front controllers, workflow, module, connecteurs. Il y a eu pas mal de retours aussi encore au début, puisque justement, on essayait un peu de se mettre à la page de ce truc-là. Puis, au fur et à mesure que les gens s'alignaient sur le standard, on a baissé notre nombre de retours, puis on a rajouté des nouvelles fonctionnalités, donc des nouveaux standards, des nouvelles façons de faire. Hop, ça a remonté, puis ça a redescendu une nouvelle fois. Et aujourd'hui, on en a presque plus. Pour le typage, c'était pareil. Nous, on avait énormément de type error qui nous remontaient de nos outils de monitoring de bugs comme Sentry et Datadog. Et du coup, en fait, on a mis un peu de temps, mais au bout d'un moment, on a écrit des standards forts de comment on typait notre back, comment on typait nos modèles, comment on typait une fonction avec TypeScript, comment on utilisait des fonctionnalités un petit peu avancées du truc. Et en fait, on a eu du coup un gros moment de retour de code review. Puis derrière, ça s'est effondré tout de suite, puisque à ce moment-là, déjà, l'équipe avait pris le pas de se dire, OK, commentaire de code review égale, j'ai un truc à apprendre, j'ai un truc sur lequel on s'aligne, et j'apprends à le faire et je le fais, quoi. Donc ça, c'était très cool pour nous. Ça nous a permis de détecter les zones d'ombre du projet sur lesquelles on n'était pas d'accord. Tout le monde s'est impliqué dans le truc parce qu'on a créé cet environnement de murs de qualité sur lequel les gens pouvaient interagir et en fait se mettre d'accord sur la façon de faire du bon boulot. Et en fait, plus on avait de standards, moins on voyait de retours. Donc on s'est dit au final, on arrive vraiment à s'aligner parce que voilà, il y a de moins en moins de désalignements. Ça voulait rien dire cette phrase, mais dernier focus. Donc nous, on en est encore à la phase où pour nous le coverage de test, c'est un indicateur intéressant de qualité et de non-régression. Du coup, voilà, sur les 6 derniers mois, alors je suis remonté un petit peu plus loin pour certains indicateurs, mais depuis qu'on a mis en place notre démarche d'amélioration continue, on a réussi à faire une amélioration fulgurante. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça sur mes autres projets personnellement. On a réussi à typer la moitié de notre code base en quelques mois, alors qu'on a une code base back-end de 34 000 lignes environ. Pareil pour les tests, et enfin un peu moins que la moitié, mais on a augmenté de manière spectaculaire. Et moi, je trouve ça hyper cool. Un petit impact un peu plus précis, mais en même temps qu'on monitorait ces informations de coverage et de typage, on a aussi monitoré des informations de crash. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on avait beaucoup de type error. Donc, quand on a commencé à faire notre démarche de typage, on s'est principalement intéressé à nos connecteurs, qui étaient les interfaces avec le monde extérieur. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était ça, en fait, qui nous générait des problèmes, qu'on avait mal anticipé le format des données changeant de certains de nos partenaires. Et qu'en le typant bien, en se posant vraiment la question de comment le faire bien, on arrivait directement à qu'il y ait une des causes de nos crashs. Ça, c'est le graphe de tout à l'heure avec quelques mois de plus. Donc, ce nombre de bugs détectés continuait à chuter, alors que nous, on a gardé la même intensité dans nos recettes. Donc, on s'est dit, OK, là, on a vraiment changé une façon de faire qui se ressent dans nos bugs. Malheureusement, je n'ai pas mis à jour, mais les deux autres mois, c'est 25 en septembre et en octobre, 25 nouveaux bugs détectés. Du coup, aujourd'hui, sur nos notes, alors c'est hyper difficile de se dire que la corrélation est immédiate, mais aujourd'hui, nous, on a l'impression que c'est complètement lié. On a gagné beaucoup de points sur iOS. Enfin, pour nous, c'est énorme. 1.1 sur 5, c'est une super remontée. On arrive un peu plus proche de nos standards. Sur Android, c'est beaucoup moins clair. On a même perdu un peu sur Ada. Mais il y a un indicateur qui est hyper intéressant sur le Play Store, qui est la comparaison de vos notes par rapport à vos pires. Et du coup, nous, là, on a observé que même si sur Ada, on avait un peu descendu notre note globale, au final, on est en train de remonter sur les moyennes de notes jusqu'à la moyenne de nos concurrents, quoi. Et donc, nous, on est aussi hyper contents. On a vraiment foi dans le fait que ce soit nos règlements de plein de bugs qui font que les utilisateurs ont moins de galères et que d'une façon générale, ils notent mieux notre appli, quoi. Bon, ça, c'était un petit récapitulatif, mais je suis pas sûr qu'on en a besoin. En tout cas, bon, on a priorisé la qualité, on a impliqué tout le monde, on a écouté notre projet et ça a fait que nos développeurs, ils ont progressé, ils ont su comment monter leur niveau de code pour atteindre un truc de qualité suivi par toute l'équipe. Et on a tué plein de bugs. Du coup, on était hyper contents. Voilà. J'ai dû faire ce challenge de vous raconter 2 ans et demi en un peu moins de 20 minutes. Du coup, si vous avez la moindre question, même après, que vous voulez qu'on en parle autour d'une bière, je suis super chaud. Si vous avez des questions maintenant, je suis chaud aussi. Ouais, on va prendre 2 questions, 2 ou 3 questions, je pense.
Est-ce que tu as toujours une équipe qui change régulièrement avec des développeurs qui tournent? Ouais, là par exemple, il y a environ un mois, on a récupéré 2 nouveaux développeurs qui sont en plus des gens qui n'ont pas forcément d'expérience en amont, notamment une personne qui avait jamais fait de bac par exemple. Et en fait, c'était effectivement un gros challenge. Je me disais, mais si ça se trouve, hop, on va revoir la glace qui tombe et hop, les gens ils vont pas suivre. Et en fait, le groupe a immédiatement pris le sujet. Moi, je me suis même pas occupé particulièrement de les briefer sur les standards. Et en fait, ils se sont eux-mêmes tout de suite posé la question de c'est quoi les standards de qualité du code. Dès qu'ils ont commencé à faire une ou deux PR qui s'écartaient trop de nos standards, tout de suite, il y a eu plein de retours de code review, plus une explication sur les standards, un alignement des gens. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont directement en moins d'un mois au même niveau que nous sur notre façon de faire les tests unitaires et notre façon de faire du typage et d'organiser notre code, quoi. Pour moi, c'est effectivement une grande question. J'avais grave peur de ça, mais je pense que ça s'est bien passé. Ok, on va prendre une autre question. S'il y en a. Hein. Comment tu fais quand tu as des personnes qui ont des standards mais complètement différents? Il y a un gars, il préfère l'orienté objet et une fille qui préfère programmation fonctionnelle. Eh ben, en fait, c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a jamais vraiment eu de gens aussi tranchés qui diront jamais je viendrai en arrière. En fait, on a déjà eu exactement cette question-là en fait, de orienté objet versus fonctionnel. On a fait le choix ensemble de se dire aujourd'hui, c'est quoi le truc qui est le plus proéminent dans le Node code? Est-ce qu'on a envie vraiment de créer deux façons de faire complètement différentes ou pas? Et en fait, en général, la raison collective nous a amené à prendre le truc qu'on avait le plus présent aujourd'hui dans le code, de l'améliorer, de le tourner de la bonne façon, quoi, pour que tout le monde soit content, même les gens qui voulaient faire de l'orienté objet, puisque pour nous c'était du coup le fonctionnel qui était le plus présent. Et au final, on s'en sort, quoi. En fait, même les gens qui sont très tranchés, qui veulent faire une des deux technos, au final, alors je sais pas si c'est comme ça partout, mais ils sont juste là pour apprendre des nouveaux trucs et savoir comment bien faire quelque chose. Ils savent bien qu'il y a des gens qui font bien du langage fonctionnel et il y a des gens qui font bien de l'orienté objet. Et du coup, la curiosité et l'envie de bien faire prend le pas en général. Merci. Ok, j'ai un peu changé le nom du talk là. J'ai enlevé Relay. Donc je parlais de comment on peut, en utilisant GraphQL et un static type checker, refactoriser son API sans avoir de bug. 2-3 mots sur moi. Je m'appelle Bastien, je suis VP Engineering chez Nato. Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans le domaine de la recherche clinique. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte que tous les docteurs partout dans le monde puissent être des acteurs majeurs de la recherche clinique pour faire avancer plus vite la découverte de nouveaux médicaments. J'étais pas mal inspiré par tout ce qu'on a vu avant là. Donc, on fait du Lean, c'est assez marrant. On fait du domain-driven design. On fait pas de property-based testing, par contre. Du coup, j'ai très envie d'essayer ça. Mais là, du coup, je vais vous parler très rapidement, donc entre 5 et 10 minutes, de ce qu'on peut faire quand on combine un static type checker avec GraphQL. Alors, petite question, qui a déjà utilisé GraphQL ici? Ouais, donc genre la moitié, je dirais. Et un static type checker, donc un truc genre Flow, TypeScript. Donc un peu moins, bizarrement, je m'attendais au contraire. Donc, comment ça marche vite fait? Un static type checker, c'est un processus qui va vérifier que votre programme il est type safe en regardant votre code source. Donc là, par exemple, j'ai rajouté des petites annotations à mon JavaScript. J'ai dit ma fonction square elle prend un number, envoie un number, et ça fait que mon type checker va me dire que je fais une connerie quand j'appelle square avec un string en paramètre. Donc classiquement, on va utiliser soit Flow, soit TypeScript. Je recommande fortement TypeScript pour ça. Donc en vrai, static type checker, je rajoute des contraintes, ça fait que je fais moins de bêtises. Ensuite, GraphQL. Alors ils disent que c'est un query language, un runtime. Pour moi, c'est une alternative aux API REST. Vous pouvez faire des API, vous avez REST, vous avez GraphQL. Comment ça marche? Vite fait. Sur la gauche, vous avez votre schéma que vous pouvez écrire à la main si vous voulez, ou que vous pouvez générer à partir de votre code. Donc j'ai une ressource, c'est un user. Ce user, il a un nom, c'est un string. Il a une adresse, c'est une autre ressource qui a
cette structure. Et une fois que j'ai défini mon schéma, plutôt côté back-end du coup, je vais pouvoir côté client faire des queries sur ce schéma. Donc ici, je query le user qui a l'ID 12, mais ce qui m'intéresse dans le user, c'est juste son nom et le zip code de son adresse. Du coup, c'est pas n'importe quoi, c'est pas la totalité de mes deux ressources, c'est juste une partie. Et je vais pouvoir faire ça super facilement. Les avantages classiques de GraphQL, c'est pas d'overfetching, je vais chercher juste la donnée dont j'ai besoin. Je peux fetcher plusieurs ressources d'un seul coup. Donc typiquement, en REST, on va fetcher un user et ensuite on aura un autre endpoint pour fetcher son adresse. Même si on n'est pas obligé de faire ça, on peut optimiser, mais classiquement, on va avoir plusieurs requêtes pour faire ça. En GraphQL, on fait tout d'un seul coup. Et globalement, le fait d'avoir ce schéma-là, ce truc à gauche, c'est super puissant, notamment si on combine ça avec un static type checker. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, on se met dans un use case assez simple de j'ai mon back-end que je contrôle, j'ai mon front-end que je contrôle. Il y a une API GraphQL entre les deux et j'ai envie de refactorer le bousin. J'ai envie de changer des trucs dans mon back-end et le fait d'utiliser un static checker et une API GraphQL va faire que je vais pouvoir détecter facilement les impacts sur mon front-end de ce truc-là. Du coup, je vais essayer de montrer ça dans du code et donc je vais avoir du mal à parler en même temps. Tu veux faire assistant micro? Exactement. Merci beaucoup. Ok, on voit bien? Vous voyez bien le code? Ok, donc on part. Je vais vous montrer le résultat. Le résultat, ça va être une petite application web. Comme ça, je liste des essais cliniques qui ont lieu dans des hôpitaux. À chaque fois, il y a une ville, un pays, un nombre de patients. Une appli web un peu bidon. Côté serveur, donc, il y a ce schéma-là qui dit mon API, elle renvoie des clinical trials. Et des clinical trials, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un nom de site, une ville, un pays, un nombre de patients. Et ça, c'est consommé côté front-end. Et côté front-end, j'ai ma query qui dit ici, va chercher les clinical trials et va chercher les fields, ville, pays, patient et nom du site et affiche-les dans une table HTML. Et le truc que je trouve super puissant, moi, super rigolo, c'est que si j'ai envie de faire des changements là, donc et des changements un peu destructifs, par exemple retirer un field, ici j'ai envie de faire disparaître le champ city. En fait, je me rends compte que c'était une bêtise, j'aurais pas dû faire ça. Là, j'ai bien envie que mon tooling me dise qu'est-ce qui va péter côté front-end et que je ne me rende pas compte au runtime avec des users qui mettent des avis pourris sur le store. Et du coup, comment je vais pouvoir faire ça? Donc, je vais dire, OK, j'ai changé mon schéma et je vais dire, dis-moi ce qui se passe côté front-end, dis-moi ce qui ne va pas à cause de ce changement de schéma. Donc là, en gros, j'utilise Relay, mais ça marcherait avec Apollo et j'utilise TypeScript, ça marcherait avec Flow. Il me dit, attention, là, tu essaies de query un truc, City, ça n'existe plus sur Clinical Trial. Tu n'as pas le droit de faire ça. OK, très bien. Je vais changer ma query. Donc, ici, là, vous aviez vu ma petite query de Clinical Trials. J'arrête de query City. OK, je vais pouvoir revalider que ma query match mon schéma. Là, il me dit, très bien, tout va bien, c'est bon, tu queries plus des fields, tu n'as pas le droit de query. Par contre, mon appli, elle ne marche pas là. Parce qu'en fait, ce field que j'avais query, je voulais l'afficher quelque part. En fait, j'avais ma colonne city qui était là. Et là, cette fois, c'est TypeScript, mon static type checker, qui va me dire attention, ton objet clinical trial, là, il n'a plus de champ city, il n'y a plus de ville dedans, tu n'as plus le droit d'afficher ce truc-là. Et du coup, ici, je vais pouvoir directement aller supprimer ça, faire tourner mon type checker. Et voilà, tout va bien. Maintenant, mon appli fonctionne. On va peut-être faire un refresh. Voilà, ça y est, j'ai supprimé la colonne city, elle n'apparaît plus. Donc là, j'ai fait une modif un peu idiote, hein, supprimer un field. On peut imaginer des modifs beaucoup plus complexes. Et pareil, je vais être guidé par mon schéma et mon type checker dans quel est l'impact de ma modif sur le reste de ma code base. Et je vais pouvoir faire ça tranquillement sans avoir de bug. Voilà. Si vous avez des questions, on a combien de temps? 2 minutes. 2 minutes. Enfin, ça dépend si...
Merci beaucoup. Je me posais la question, on est arrivé à peu près à la même conclusion que toi entre TypeScript et Flow, mais j'aurais bien aimé avoir tes arguments. Mes arguments? Ouais. Alors pour info, on a d'abord fait du Flow. L'argument c'était c'est progressif, tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup, tu peux rajouter des annotations Flow dans ta codebase petit à petit, ça va bien se passer. C'était effectivement le cas, on était très contents. Au bout d'un moment, on était obligé de de killer le process Flow toutes les demi-heures, parce que avec la taille de la codebase qui a grossi et la quantité de code type checké par Flow qui a grossi, on n'arrivait plus à faire marcher le truc. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent, peut-être chez Facebook. Nous, en tout cas, on a arrêté d'utiliser Flow parce que ça marchait plus sur nos backends. On est passé à TypeScript et depuis, ça marche très bien. Du coup, on a le temps de prendre quelques questions. J'ai vu dans votre code, il y a un GraphQL non nul. C'est quoi par rapport à GraphQL normal? Ouais, donc c'est intéressant parce que typiquement, une cause d'erreur, ça peut être j'ai un truc, je m'attends pas à ce qu'il soit nul, en fait, il est nul. On peut spécifier dans son schéma GraphQL les champs nulables et les champs pas nulables. Ici, donc GraphQL non nul, c'est quand on écrit ça en JS, le schéma généré, après, il va mettre des petits points d'exclamation ici pour dire le number de la ressource adresse, c'est un truc qui est jamais nul. Genre, tu peux compter là-dessus. Un truc intéressant, c'est justement passer un truc de jamais nul à en fait parfois c'est nul, finalement je me rends compte. Et là pareil, dans ta codebase, tu vas avoir un TypeScript qui va dire attention, ce truc-là peut être nul, tu n'étais pas au courant, mais maintenant je te le dis. Est-ce qu'il y a encore des questions? Du coup, si je reprends ton exemple d'enlever un champ dans le schéma côté back-end, tu es obligé de release le back et le front en même temps. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu peux pas release le front parce que tu as une app sur iOS Android et tu as des gens qui sont encore sur l'ancienne version en même temps? Ouais. Alors, c'est pas très très grave. De manière générale, même si tu n'as pas une app sur le store, tu peux voir quelqu'un qui est sur son browser, qui a l'ancienne version de ton front-end, tu releases ton back-end et bim, s'il fait des queries pas cohérentes, ça marche pas. Ça arrive. Donc ça a duré moins longtemps, que 15 jours. Mais ça va le faire quand même. En fait, ce que tu vas faire des stratégies de release progressive. Tu vas d'abord, par exemple, rendre le champ nullable, mais jamais le renvoyer nul. Tu vas adapter ton front-end, release ton front-end, attendre un peu. Du coup, si tu es sur les stores, tu attends plus longtemps. Et ensuite, tu vas faire le breaking change côté back-end. Ça a l'air bien puissant. Est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu plus dev-friendly que de relancer les commandes que tu as fait ouais, je demande dans VS Code de relancer quelle commande? Je crois que tu as fait yarn relay. Et la génération du schéma, la compilation des queries. Ouais. Bon, tu peux rajouter un watcher dessus hein, si c'est un truc que tu fais souvent. Mais a priori, changer ton schéma, c'est pas une action que tu fais tous les jours, quoi. C'est un truc un peu. Donc mettre un watcher là-dessus, c'est possible. Hein. J'ai juste pas fait parce que j'avais pas un peu la flemme. Si par exemple dans le resolver, j'utilise, je fais une requête pour une base de données non relationnelle. Et dans ce cas-là, les résultats que j'ai peuvent être non cohérents avec le schéma. Est-ce que c'est possible? Et si c'est le cas, comment est-ce que je peux faire face à ce problème? Donc tu dis, ton serveur déclare un schéma, mais en fait, ce qu'il envoie, c'est pas ce qui est déclaré dans le schéma. Oui. Ouais. Dans ce cas, ça va faire une erreur runtime côté back-end, parce que ton serveur fait pas ce qu'il dit qu'il fait. Donc c'est possible de gérer ça, mais c'est pas une spécificité GraphQL. C'est comme si, pareil, tu avais une API REST et tu respectais pas ce que tu avais mis dans ta doc. Ouais. Et si j'utilise une base de données relationnelle, est-ce que je peux linker la base de données avec GraphQL, par exemple? J'imagine que tu dois pas faire ça. Nous, on fait du domain-driven design, du coup, on a tendance à séparer la partie, ce qu'il y a dans la DB de ce qu'on expose comme schéma, par exemple. Mais j'imagine que tu dois pas faire ça. Si tu utilises un truc framework où tout est connecté, ton modèle dans ta DB jusqu'à ton schéma, tu dois pouvoir écrire une seule fois un schéma qui marche pour ta DB relationnelle et ton schéma GraphQL. Parce que dans le backend, il y a une option de faire
générer automatiquement les schémas GraphQL à partir de la définition des modèles. Des modèles, exactement. C'est pas une approche que je recommanderais. Mais...